On entend souvent parler des parlers jeunes, mais c'est quoi un parler jeune et pourquoi ils sont souvent stigmatisés dans notre société? On en parle avec notre invité. Bonjour, bienvenue dans nos causeries en sciences du langage. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques langagières des jeunes, ce qu'on appelle parfois des parlers jeunes, et ici, ils sont souvent stigmatisés dans nos sociétés, et nous allons en parler aujourd'hui avec notre invitée, Madame Chimine Chadi. Bonjour Madame Chimine Chadi. Bonjour, Monsieur Fabrice-Georges. Alors, vous êtes maîtresse de conférences en sciences du langage, et vous vous intéressez à ces questions depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a emmené à vous intéresser à cette question ? Alors, donc moi je me suis intéressée à ces questions. Bon, je suis en sociolinguistique, je ne m'intéresse pas uniquement aux parlers jeunes, mais en fait, pour ma thèse, j'ai travaillé sur les pratiques langagières d'un groupe de jeunes à l'île Maurice. Et donc je me suis intéressée à la façon dont ils mélangeaient aussi créole et français. Et comme variable linguistique, je me suis intéressée à ce qu'on appelle les marqueurs discursifs. En fait, les marqueurs discursifs, c'est ce que d'autres chercheurs pourront appeler marqueurs pragmatiques ou petits mots. En fait, dans le langage courant, les petits mots, qu'est-ce que c'est ? C'est typiquement ce qui sert d'appui à la langue, c'est-à-dire bon, ben, voilà quoi. Et donc, j'ai essayé de regarder comment ces jeunes-là utilisaient ces différents marqueurs discursifs. Et en fait, d'une façon plus large, je me suis intéressée à la façon dont leur pratique langagière leur permettait de se constituer en tant que groupe, leur permettait de se visualiser, si vous voulez, les autres groupes sociaux. Et voilà comment ça leur permettait de se positionner au sein de la société et aussi face à leurs interlocuteurs, donc au niveau très fin aussi des interactions. D'accord, mais pour commencer, pour les novices que nous sommes, donc pourriez-vous resituer les études sur les pratiques langagières des jeunes dans la sociolinguistique ? Oui, alors en sociolinguistique, on s'intéresse à différents domaines. Bon, on peut s'intéresser aux politiques linguistiques. D'ailleurs, on a fait une causerie ici même sur les politiques linguistiques avec vous. On s'intéresse aussi aux représentations, on s'intéresse aux pratiques langagières et dans les pratiques langagières, on peut s'intéresser aussi bien aux représentations, mais on peut s'intéresser aussi à tout ce qui concerne la variation linguistique, variation langagière. Et en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire que certaines personnes auraient des façons de parler différentes selon certains facteurs sociaux qui peuvent être géographiques, selon le genre, selon la classe socio-économique, selon la situation de communication aussi. Et donc les pratiques langagières des jeunes entreraient dans les facteurs sociaux, plutôt la catégorie de l'âge en fait. Et donc on va essayer de croiser des variables linguistiques, donc des traits linguistiques, phonétiques, morphologiques, syntaxiques, pragmatiques, qu'on va avoir. Voilà, on va mettre en rapport avec ces facteurs sociaux. Donc pratiques langagières des jeunes avec l'âge, sur lequel on va revenir ici. D'accord. Donc si je comprends bien, ce n'est pas nouveau de s'intéresser au rapport entre langue et âge. Alors non, pas du tout. En fait, dès les premiers travaux en sociolinguistique, donc en fait, dès le texte de Marcel Cohen qui date de 1912, qui travaille sur le parler arabe des Juifs d'Alger. Alors, il ne travaille pas directement sur la variable âge, mais en tout cas, on peut retrouver cette dimension de croisement entre variables linguistiques et âge, en fait. Et bon, Marcel Cohen, que l'on pourrait considérer comme le père fondateur de la sociolinguistique moderne, en fait. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les approches ne sont pas les mêmes. Alors, vous avez des chercheurs qui vont s'intéresser aux pratiques langagières des jeunes pour travailler de façon diachronique sur le changement linguistique. Parce qu'en fait, on va dire que les jeunes sont vecteurs de changement linguistique. Donc, on va essayer de voir comment ils parlent pour essayer d'appréhender les changements, pour voir comment la langue évolue. Donc, on a cette approche-là. Et puis, d'un autre côté, on a les approches vraiment sur la variation générationnelle, donc croiser vraiment l'âge et puis les variables linguistiques. Et ces dernières approches, donc la variation générationnelle, on va adopter une approche mixte en fait
entre analyse quantitative et analyse qualitative, et surtout des analyses aussi interactionnelles. En fait, en France, on n'a pas beaucoup eu de grosses enquêtes quantitatives sur les parlers jeunes, hein. Ça a toujours été un mix ethnographie plus analyse quantitative, si vous voulez. Et ces études-là vont mettre en avant donc l'importance, bien sûr, de la période de la vie, mais pas uniquement. Vont aussi mettre en avant l'importance des relations intragroupales dans les pratiques. Donc ces études s'intéressent non seulement à la variation, mais aussi au sens de ces indices linguistiques au niveau de la société, en fait, hein. Et aussi, bon, voilà, l'influence de la cohésion sociale, la fonction identitaire aussi de ces groupes. Bon, mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire, dans tous ces travaux, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de jeune? C'est quoi un jeune? Comment on le définit? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle il n'est pas forcément évident de répondre. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on ne peut pas uniquement se baser sur un âge qui serait chronologique, c'est-à-dire l'âge qu'on a depuis la naissance, et pas non plus uniquement sur un âge biologique, c'est-à-dire la maturité physique. Même si parfois ça peut un peu coïncider, hein, mais vaguement, on va dire. Là, en tout cas, les études en anthropologie, en sociologie, vont s'accorder à dire qu'il y a d'autres critères qui vont servir à définir cette période de la vie. Mais en tout cas, il faut bien rappeler que ces critères, les critères sur lesquels je vais revenir là, seront étroitement dépendants des générations, mais aussi des cultures. Donc là, je vais revenir sur des critères qu'on utilise dans une approche occidentale en fait, de la jeunesse, hein. On va dire en fait qu'on observe une construction symbolique de cette période qui est caractérisée par un ensemble d'événements sociaux. Alors pour entrer dans la période de la jeunesse, on va parler de l'entrée au collège, de la période du lycée, de l'abandon de certains jeux de l'enfance, de l'adoption de certains modes de consommation culturelle relativement homogènes, des goûts musicaux, un style vestimentaire qui permettrait à peu près de visualiser une catégorie jeune. Donc l'entrée dans la période jeune et quelques étapes de cette période peuvent éventuellement coïncider avec l'âge. Mais ça, c'est aussi étroitement lié à l'école finalement, hein, comme on est maintenant dans le système scolaire, école obligatoire jusqu'à 16 ans, ça va aussi favoriser une culture jeune, si vous voulez, hein. Pour la sortie de cette période, les caractéristiques vont être beaucoup plus compliquées à établir. Alors certains chercheurs vont donner comme critère la sortie du système scolaire, l'entrée sur le marché du travail, l'arrivée du premier enfant. On voit bien que ces critères ne correspondent pas, ne peuvent pas être utilisés dans n'importe quelle génération ou n'importe quelle culture. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, on parlait avant, on parlait du premier emploi stable. Mais maintenant, on ne dit plus ça parce que les périodes de précarité s'allongent. Donc, les périodes de jeunesse ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc, aujourd'hui, on va plutôt parler d'entrée sur le marché du travail. En tout cas, on aura une certaine génération que l'on va pouvoir catégoriser par ces modes de communication, tout ce qui est culturel aussi. Et aussi sur le plan langagier finalement, hein. Donc finalement, cette catégorie jeune va être large quand on l'utilise et va englober l'adolescence durant laquelle on va retrouver cette période de puberté, mais aussi cette phase de transition vers un âge adulte. On pourrait penser que le sentiment identitaire d'un groupe jeune, voire adolescent, étant plus présent dans les sociétés occidentales, que cette construction sociale favoriserait des pratiques socio-langagières communes et distinctives finalement. On aurait, en tout cas au niveau de l'adolescence, un pic, on va dire un pic informel. Certains chercheurs vont parler de pic informel dans le langage au niveau de l'adolescence. Mais en fait, Françoise Gadet va dire que les jeunes ont toujours eu des langages propres à eux, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve chez une certaine tranche d'âge, à peu près, hein, largement prédéterminée, une fréquence plus élevée de certains traits linguistiques. Mais ces pratiques sont aujourd'hui beaucoup plus visibles parce que justement, elles trouvent écho dans ce qu'on repère comme étant culture jeune, en fait. Mais par contre, il faut
enfin je vous donne une citation de Pierre Bourdieu qui pour moi est assez explicite, hein. L'âge est une donnée biologique socialement manipulée et manipulable, et que le fait de parler des jeunes comme d'une unité sociale, d'un groupe constitué, doté d'intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologiquement, constitue déjà une manipulation évidente. En fait, ce qu'il faut bien rappeler, et pour moi ça montre ça aussi, c'est que cette réalité, enfin cette catégorie est en réalité loin d'être homogène. Donc dans les jeunes, on a différents jeunes qui sont de catégories, de classes socio-économiques différentes, qui sont de genres différents, qui sont de cultures aussi parfois différentes du pays dans lequel ils sont. Et c'est pour ça que vous avez des chercheurs qui vont préférer parler des jeunesses au pluriel et non de la jeunesse au singulier. Voilà, donc on peut facilement imaginer que leur pratique langagière n'est pas exactement les mêmes, justement. Oui, en effet. Il y a, on va pas dire, presque autant de façons de parler chez les jeunes qu'il y a de jeunes, en gros, hein. En tout cas, on observe en effet une différenciation socio-langagière au sein de ce qu'on considère comme étant les jeunes, en fait, hein. On a eu en effet ce même problème d'homogénéisation à travers la langue de ce groupe de jeunes. Et ça s'est vu notamment à travers différentes dénominations comme le parler jeune, comme le langage des jeunes. D'ailleurs, je vais vous montrer alors sur... Là, voilà, j'ai fait une petite recherche pour l'émission d'aujourd'hui, et là on voit que, eh bien voilà, c'est encore des dénominations qu'on utilise finalement aujourd'hui. Le par les jeunes pour les moins jeunes, par les jeunes sans dit expression à connaître, évolution du langage des jeunes, et ce sont des références qui sont assez récentes, hein, on voit 2023-2019. Et ça, en fait, ces dénominations ont été utilisées aussi bien par les chercheurs, pas que par les médias, mais aussi par les chercheurs. Mais en fait, vous avez plusieurs travaux qui montrent que dans ces jeunesses, il y a différentes jeunesses qui ne parlent pas de la même façon. Alors, je pense notamment aux travaux de Penelope Eckert, par exemple, aux États-Unis, qui montrent que dans une école dans le New Jersey, à Belton High, on a des jeunes qui vont parler différemment selon aussi leur aspiration. Donc vous avez deux groupes qui vont s'opposer. Vous avez les jocks d'un côté, donc ceux qui sont considérés comme plus sportifs, plus intégrés dans les associations, écoles scolaires, hein. Et puis, d'un autre côté, vous aurez un pôle opposé, les burn-out, comme elles les appellent, qui, eux, vont se différencier des jocks, finalement, notamment par la façon dont ils vont occuper l'espace, par leurs aspirations sociales et aussi par leur pratique langagière, en fait, hein. Bon, je reviendrai dessus par la suite dans les études ethnographiques, mais voilà, en fait, au sein de ces jeunes-là, on n'a pas... tout le monde ne parle pas de la même façon. Et donc, une question avant de passer aux études ethnographiques, ça me vient. Donc, ça veut dire, est-ce que dans ces parler jeunes, avec des S, hein, beaucoup plus, donc est-ce qu'il y a à la rigueur, des mouvements de jeunes qui justement voudraient se différencier de ce qu'on a coutume d'appeler des parler jeunes? Alors forcément, on aura certainement toujours une volonté de différenciation. Et d'ailleurs, je voulais vous dire quelque chose aussi, c'est que quand on parle de parler jeune, ce qui a posé problème aussi, on a une homogénéisation, hein, donc je vous disais par des termes au singulier, mais en fait, les recherches concernaient uniquement des pratiques saillantes de certains groupes. Donc majoritairement en France, on a travaillé dans les banlieues. Et donc ce qu'on a considéré comme étant le parler des jeunes, c'était en réalité des pratiques marginalisées de groupes de jeunes de quartiers populaires. Et donc à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un amalgame aussi entre parler de banlieue et parler jeunes. Et donc on disait, langue des cités, parler jeunes. Et en plus...
du côté scientifique, on travaillait aussi sur ces changements linguistiques. Donc on disait que les changements venaient des jeunes. Et donc là, on a commencé à penser que les parlers jeunes des banlieues allaient influencer les parlers des jeunes de façon générale. Et donc, il y aurait des évolutions dans la langue française de façon générale. On a eu des discours assez polémiques, même de la part de linguistes, qui disaient « Oh, attention, les jeunes de banlieue vont venir altérer notre belle langue de Molière. » Et donc, en fait, forcément, vous avez dans ces jeunes-là différents jeunes, et donc des jeunes aussi qui... Pas seulement, oui, je vous parlais d'aspiration sociale aussi, mais qui vont forcément essayer de se différencier entre eux. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on voit que chez les jeunes, mais on a toujours, on va essayer de s'associer à des groupes. Donc par la façon de parler aussi, par la façon de se vêtir, voilà. Donc oui, les jeunes vont essayer de s'éloigner parfois. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc vous avez dit tout à l'heure que les approches ethnographiques avaient permis de mettre en avant d'autres facteurs que ceux de la façon de parler, c'est-à-dire. Oui, alors en fait d'autres facteurs que l'âge. Les autres facteurs qui vont entrer en considération, ce sera notamment l'importance justement des relations intragroupales. Donc on a pu montrer l'importance du groupe de pairs justement dans ces milieux, mais pas seulement dans les quartiers. Bon, je vous parle, en France, on a surtout travaillé dans les quartiers populaires, mais donc les travaux qui ont été faits en France ont pu montrer justement l'importance du groupe de pairs dans ces quartiers. Et donc en gros, on a des jeunes qui seraient isolés aussi bien géographiquement que socialement, et de cette forte cohésion va résulter généralement la primauté de la norme du groupe de pairs plutôt que celle du groupe ethnique, alors qu'on pourrait penser le contraire, et ni même de celle standardisée transmise par l'école. Voilà. Et donc je pense notamment en France, on a des travaux de Bernard Lax. Bernard Lax, il travaille dans un centre social pour jeunes, et donc il travaille sur un groupe de 6 jeunes, et il va montrer comment ces jeunes-là arrivent à se démarquer par leur façon de parler, et puis voilà, le fait qu'ils soient là aussi des autres groupes, mais comment aussi à l'intérieur de ce petit groupe, il y aura des différences selon les positionnements intragroupales aussi. Donc on a des différences entre groupes, mais aussi à l'intérieur du groupe. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Penelope Eckert, qui elle a travaillé au niveau d'une école. On a des recherches qui sont effectuées dans des classes, donc on va montrer au sein d'une même classe. Bon, alors on a les travaux de Cyril Trimaille, on a les travaux de Patricia Lambert aussi, qui ont travaillé à Grenoble, qui vont montrer que au sein d'une classe, par exemple, on peut avoir une certaine façon de parler qui va permettre de se démarquer d'autres groupes, mais à l'intérieur de ce même groupe, on aura aussi des enjeux de positionnement, et voilà, selon les aspirations aussi de chacun. Donc comment il se positionne, on aura des façons de parler différentes, quoi. Et donc ces études vont montrer qu'il y a des variations intergroupales, mais aussi intergroupales finalement. Alors, si on doit être un peu concret, quelles sont les principales caractéristiques des parlers jeunes en France? Ou parlers jeunes, oui, en France, oui, c'est ça. D'accord. Alors, principales caractéristiques, je ne vais pas pouvoir vous donner des caractéristiques précises parce qu'encore une fois, on est dans quelque chose qui évolue rapidement, surtout au niveau lexical. Mais comment on fait? Quelques caractéristiques. Alors, au niveau phonétique, par exemple, on aura des particularités phoniques dans l'intonation et le rythme. Alors le rythme sera considéré comme plus rapide et plus saccadé aussi. Donc ça, c'est vraiment de façon très large et très générale, hein. Je pense que vous avez compris. On aurait des particularités dans la prononciation de certaines consonnes. Alors par exemple, on a pu observer ce qu'on va appeler des palatalisations au niveau phonétique, c'est-à-dire que par exemple le te dans le tu va se palataliser, on pourra entendre quelque chose qui se rapprochera de tu, ou bien le de aussi dans du qui s'entendra plutôt du.
On aura au niveau des voyelles ce qu'on va appeler des dilations vocaliques. Par exemple, aujourd'hui, on pourra entendre plus aujourd'hui. Mais vous voyez, ça, ce sont des caractéristiques qui ne sont pas uniquement chez les jeunes. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais par contre, elles seront peut-être en fréquence plus élevée chez les jeunes. Et justement, il y a des chercheurs qui disent que, bon, on a certaines créations ou certains éléments qu'on retrouvera chez des jeunes et pas ailleurs, notamment au niveau lexical, mais par contre, ce qui va donner surtout cette impression d'un éloignement de la norme, c'est surtout la fréquence. Surtout la fréquence, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a été montré non seulement en France, mais ailleurs aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de général à ce qu'on entend quand on parle de parler jeune partout. Au Royaume-Uni, il y a eu des études, aux États-Unis aussi, et puis, bon, ailleurs aussi, hein. Ensuite, on a au niveau phonétique toujours des simplifications de groupes consonantiques. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de 400, on dira 400. Mais vous voyez, ça, c'est encore quelque chose qui se diffuse, qu'on entend ailleurs, qui sera plus présent chez eux, mais qui pourront se retrouver aussi juste à l'oral, en fait, hein, ou même chez d'autres, dans des parlers régionaux, éventuellement. Ou bien, au lieu de dire exprès, on va dire esprit. Voilà. Ça, c'est au niveau phonétique. Au niveau grammatical, on observera par exemple la généralisation du pronom relatif que. Donc, typiquement, la fille dont je t'ai parlé hier, on pourra entendre plus la fille que je t'ai parlé hier. Donc, on va utiliser plus que pour l'ensemble des pronoms relatifs. On aura une absence de concordance des temps. Et on aura ce qu'on appelle la parataxe. Mais parataxe, alors moi je travaille dessus. La parataxe, qu'est-ce que c'est ? C'est l'absence du pronom subordonnant. Par exemple, au lieu de dire « je crois qu'elle viendra demain », on entendra « je crois elle viendra demain ». Ça, c'est quelque chose... voilà, donc je travaille dessus à l'île Maurice en ce moment sur un projet parataxe en français de Maurice, mais c'est quelque chose qu'on entend aussi ailleurs. Et moi, je sais que je lis des messages que je reçois de personnes qui sont un peu plus âgées que moi, qui utilisent aussi la parataxe, chez qui c'est très fréquent. Donc, tout l'intérêt des études sur les pratiques langagières de jeunes, c'est de se demander ce qui fait vraiment jeune. Et pourquoi est-ce que c'est considéré comme étant vraiment jeune et comment ça leur sert pour se démarquer par rapport aux autres groupes, en fait, hein. Donc au niveau grammatical, maintenant les particularités les plus présentes, ce sera vraiment au niveau lexical. Françoise Gadet va expliquer qu'il s'agit de procédés, encore une fois, que l'on peut retrouver dans la langue commune, avec parfois quelques créations chez les jeunes, mais finalement pas autant que ça, en fait, hein. On aura des emprunts, donc des emprunts forcément à des langues, bon, comme on a travaillé sur les langues des banlieues, bon, les langues de l'immigration forcément, mais pas que, on aura aussi des emprunts à l'anglais, mais bon, ça, encore une fois, ce n'est pas réservé au quartier populaire, hein. On aura la présence de beaucoup de métaphores, bon, comme galère, mais vous voyez, les exemples doivent être... on doit travailler dessus assez régulièrement. Là, j'ai vu des exemples qui pour moi, étaient déjà dépassés. Donc, par exemple, on peut se demander, est-ce que le verlan est encore productif ? Alors, à un moment donné, ça l'a été, mais... si je dis Zarbi à un jeune d'aujourd'hui, est-ce qu'il va pas me regarder bizarrement en me disant non mais ça c'est quelque chose qu'on dit plus, quoi. Enfin, ouais. Vous voyez, donc voilà, on a beaucoup de choses comme ça, hein, qui évoluent très rapidement sur le niveau lexical. On a des termes d'adresse récurrents. On peut entendre gros, meuf, ma gueule, enfin voilà, tous ces petits termes d'adresse là qui évoluent aussi, mais en tout cas, on va avoir un usage beaucoup plus fréquent de ces termes-là. Et l'usage fréquent de marqueurs discursifs. Donc c'est pour ça aussi que moi je me suis intéressée aux marqueurs discursifs chez les jeunes à Maurice. Et sachant qu'en plus les marqueurs discursifs, c'est un élément qui varie énormément dans les contacts de langue. Donc c'est intéressant pour moi de travailler dessus. Et ça s'entend en plus, hein. Quand on les écoute parler, on entend beaucoup de bains, beaucoup de je sais pas, beaucoup de genres aussi.
Voilà. Euh, eh bien, voilà, oui, pour les... Pour cette question. Oui, Et je sais que depuis quelque temps, vous observez ce qui se passe à La Réunion. Est-ce que vous avez vu des particularités ou des similitudes avec vos travaux précédents? Alors, donc pour ce qui est de La Réunion, en fait, j'ai commencé un peu à observer, mais quand j'ai travaillé sur les pratiques langagières de jeunes à l'île Maurice, je suis allée regarder ce qui se faisait à La Réunion, forcément, et ce qu'on peut observer. Bon, on a déjà des caractéristiques que l'on retrouve de partout ailleurs chez les jeunes, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on aura des emprunts, on aura des choses comme ça, hein, au niveau syntaxique, au niveau phonétique, des particularités et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que à Maurice et à La Réunion, on va parler d'une décrispation de la diglossie chez les jeunes, en tout cas chez les adolescents. Alors, si je vous rappelle rapidement, la diglossie, c'est lorsque dans une communauté, on a la présence de deux langues ou deux variétés de langues, l'une qui sera considérée comme une variété haute, qui sera utilisée surtout dans les échanges formels, dans l'administratif, la langue de l'école, et puis on a la variété qui sera considérée comme une variété basse, qui sera utilisée surtout en famille, considérée comme étant voilà, plus dévalorisée aussi finalement, hein, au niveau des représentations. Chez les jeunes, ce qu'on observe à Maurice et à La Réunion, c'est que on a cette décrispation de la diglossie. D'un côté, qui va se traduire de deux façons. D'un côté, on a des mélanges de plus en plus de créole avec du français informel, et ça, c'est quelque chose qui a été noté parce que, en fait, il y a encore quelques années, le français qu'utilisaient les jeunes, c'était un français qui était formel. Mais aujourd'hui, on va avoir la présence d'un français informel dans leur mélange. Et donc ça, c'est un peu une nouveauté, une évolution. Certainement dû aussi au changement du statut du français chez les jeunes aussi, hein. On a ça. Et puis, d'un autre côté, on a le créole qui va venir occuper une position haute. Alors, je vous donne des exemples à Maurice, mais enfin, j'ai pu discuter avec certains étudiants qui m'ont dit que, enfin voilà, c'était à peu près pareil, mais bon, encore, faut aller Là, c'est des trucs très généraux, il faut faire des analyses plus fines pour voir où exactement, parce que tout le monde ne parle pas non plus français, créole, enfin voilà. Alors, par exemple, à Maurice, quand on est dans des écoles francophones, hein, pas dans des écoles gouvernementales où on va parler le créole mauricien, enfin où les enfants parlent beaucoup plus créole mauricien, je veux dire. Dans les écoles francophones qui se disent francophones, dont enfin les parents sont surtout francophones qui vont envoyer leurs enfants là-bas. En fait, les enfants, quand ils vont parler créole à l'école, ils seront en fait, ils ne vont pas pouvoir parler. Les enfants qui ne parlent que créole chez eux ne vont pas parler. Ils vont être relégués au statut d'inhibés verbaux, si vous voulez, quand ils sont voilà, au primaire. Et quand ils arrivent au collège, alors il y a une petite période d'adaptation. La première année au collège, bon là on s'adapte, on essaie de trouver sa place, d'avoir des amis. Et la deuxième année du collège, alors c'est intéressant parce que très souvent j'ai entendu ça, non, c'est à partir de la deuxième année du collège. Là, on voit que le créole prend la position haute dans cette diglossie et en fait devient très très important pour pouvoir intégrer le groupe social. Alors, mais ce ne sera pas pareil encore une fois, il y aura des différences entre filles et garçons. Chez les filles, bon, on aura ce mélange français informel, créole. Chez les garçons, ce sera beaucoup plus créole. Et là, moi, j'ai justement des jeunes qui vont me dire non mais je suis obligée d'utiliser le créole pour pouvoir m'adapter, m'intégrer, pour pouvoir avoir des amis. Et j'entends des conversations, enfin j'ai eu des conversations entre jeunes, deux jeunes qui discutent, et donc la copine qui, elle, parle un mélange justement, enfin qui parle plus français mais mélange français créole, et le garçon lui qui parle beaucoup plus créole mais en fait qui
parle français chez lui. Et sa copine lui dit oui, j'ai remarqué, tu parles plus créole depuis que tu es à l'école et tout, pourquoi? Et puis il lui dit oui, mais en fait, si je parle pas créole, j'ai pas d'amis. Regarde, toi, tu parles pas créole, t'as pas d'amis. Moi, j'en ai besoin pour pouvoir m'adapter. Je suis il dit, alors j'ai trouvé ça drôle, je suis un survivaliste. J'ai besoin de parler créole pour pouvoir m'intégrer dans le groupe. Donc là, ça devient vraiment, c'est plus que de la variété intragroupale, ça devient nécessaire finalement pour faire partie du groupe. Donc on a non seulement ces questions intragroupales, mais on a aussi parfois une sorte de pression par les pairs pour pouvoir intégrer le groupe, sinon on est marginaux en fait, quoi. Alors j'ai une toute dernière question, Oui. et ça sera vraiment ma dernière question, et la réponse est assez rapide. Qu'est-ce que, donc du coup, cette étude des parlers créoles, qu'est-ce que ça apporte à la sociolinguistique? Alors, bonne question. Alors pour moi, ce que ça peut apporter, bon déjà, si on sort de ces questions bon, il y a quand même ces questions de changement linguistique, hein. Même si ces questions de changement linguistique sont minimes, travailler sur les parlers jeunes, ça peut éventuellement permettre d'appréhender les changements qui auront lieu dans le reste de la société. Mais en dehors de ça, moi je pense que justement de voir qu'il y a une décrispation diglossique, ça permet, quand on travaille dessus, et de valoriser ce qu'on fait, voilà, de faire de la vulgarisation, ça permet pour moi d'un autre côté de changer un peu aussi les représentations sur les relations entre français et créole, et de voir qu'on n'a pas juste créole d'un côté, français d'un côté, qu'on a des choses qui se mélangent. Et en fait, bon, sans vouloir faire des parlers jeunes un objet qu'il faut à tout prix étudier, mais je pense qu'on a quelque chose quand même à apprendre sur les façons de parler qui se passent dans les jeunes, qu'on peut ensuite, qui nous permettrait de mieux comprendre le reste de la société, d'après moi. Je vous remercie, Chimine Chazzi, c'était ma dernière question. Et notre causerie d'aujourd'hui est terminée. On a appris beaucoup de choses et j'espère qu'on a permis de changer ce regard qui est parfois un peu stigmatisant sur les parlers jeunes. Et on se retrouve dans une autre causerie. Merci.